Une exposition sur la contre-culture française des années 70 et 80 explore à la Maison Rouge les sources de l'underground hexagonal. 700 œuvres et documents, des journaux, des affiches, des extraits de films ou d'émissions de télévision. Des créateurs qui sont restés en marge de l'art, mais qui sont évidemment restés très importants. De Jean-Christophe Averty, disparu il y a quelques jours ce week-end, à Wolinski en passant par Coluche ou Serge Gainsbourg. Sabrine Kasbaoui a décrypté pour nous ces dissidences esthétiques. Passent les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tochards, tous des faux culs. Le ton est donné avec Hexagone de Renaud en 75. Révolte et désenchantement, ce seront les maîtres mots des deux décennies 70 et 80. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici en tour. Une ambiance contestataire et sulfureuse jusqu'au plateau de télé et qui va infuser les contre-cultures françaises à laquelle une exposition rend hommage en ce moment à la Maison Rouge. Une ambiance et des contre-cultures toutes nées d'un même moment, mai 68. Ce mouvement de contestation, il est né, il a grossi dans les années 60 et il a atteint en 68 un moment d'acmé qui aurait dû ou qui aurait pu être un moment révolutionnaire. Il n'a pas été et l'exposition fait le pari que dès 69, on est dans une forme de désillusion. Et que cette désillusion-là, elle va nourrir aussi, elle va nourrir une humeur particulière dans les contre-cultures, une humeur qui serait finalement, peut-être l'idée n'est pas de construire un horizon, mais plutôt de détruire, peut-être de manière plus insidieuse, de détruire les bases mêmes du pouvoir avant même de penser à les reconstruire. Petit florilège des figures artistiques et intellectuelles qui ont critiqué et déconstruit le paysage français. Et on commence par la musique. Moi, j'étais en province, l'arrivée d'un certain type de musique, le phénomène Woodstock, enfin, et ça a amené une métamorphose comme ça dans la pensée, dans ce qu'on pouvait recevoir. Moi, je suis passé de Claude François aux Stooges. Il y a eu des ruptures incroyables. En très peu de temps, il y a eu une évolution musicale incroyable. Sous le signe de l'Hexagone. La chanson Hexagone de Renaud donc, est interdite, interdite d'antenne à ce moment-là, parce que précisément, on supporte assez mal qu'on s'attaque aux symboles nationaux. Exemple avec la Marseillaise et sa reprise par Gainsbourg en 79. Ce morceau devient un tube, un hit, et en même temps, évidemment, fait un petit peu, même beaucoup scandale, de gens qui disent « Mais qui est ce fils d'immigré, qui plus est, qui vient nous reprendre la Marseillaise avec subversion ?» C'est un hommage subversif à la Marseillaise qu'il considérait elle-même comme un chant subversif. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Des ruptures qui amènent le punk sur la scène française avec la formation des Berruriers Noirs en 78 et que le plasticien Claude Lévesque salue dans une installation. On est vraiment dans l'univers des Berruriers Noirs avec les masques, les éléments qui étaient utilisés par eux sur scène. L'esprit frondeur post-68 art n'est pas seulement musical, il infuse aussi les médias où le journal Harakiri frappe fort. Harakiri est un journal important, d'abord parce qu'il a assez peu d'équivalent dans le monde. Et c'est vrai que ce côté indéfendable, ce côté jusqu'au boutiste, est une sorte de particularité, d'insolence française qui naît dans les années 60, par la rencontre du professeur Choron et de Cavana, et qui crée un journal, c'est vrai, qui a pour but d'abord de taper sur tout le monde. À la télé, l'insolence règne aussi. Le réalisateur Jean-Christophe Averty, qui vient de nous quitter, y adapte Hugues Roy. Jean-Christophe Averty représente de manière très intéressante comment le côté expérimental, véritablement des choses, peut finalement passer par-dessus l'institution, mais pour aller directement vers le côté extrêmement mainstream, extrêmement populaire, puisqu'il a fait des programmes de télévision qui n'ont rien à envier finalement à la recherche de la création vidéo, par exemple, qu'il y a pu y avoir dans d'autres secteurs comme ceux de l'art contemporain. Contredire le pouvoir, c'est aussi le rôle des plasticiens comme Michel Journiac, avec cette œuvre intitulée « Piège pour une exécution capitale ». Là, il y a une petite chose, évidemment, qui est assez française chez Michel Jacques, particulièrement qui va se greffer sur des symboles du pouvoir. Et il y a un des symboles qui est très important du pouvoir, c'est le pouvoir de vie et de mort de l'État, puisque à ce moment-là, existe encore la peine de mort en France. Et puis, évidemment, cette guillotine, elle est aussi à l'image des années 80, c'est-à-dire l'image de la violence.
Contester la peine de mort, mais aussi défendre le droit des femmes, l'émancipation sexuelle et les droits des homosexuels. Les années 70-80 vont être celles de tous les combats. Le journaliste et romancier Guy Hockenheim sera ainsi l'un des premiers à faire son coming out dans les pages du Nouvel Observateur en 72. En 81, Coluche va faire trembler la République en se présentant à l'élection présidentielle. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Cette candidature-là, un peu pour rire, est aussi une candidature qui va amener à ce que Félix Guattari appelait après les années d'hiver. Les années d'hiver, c'est finalement les années de la fin de l'idéal révolutionnaire, de la fin de l'idéal politique. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.